Et maintenant, place au journal avec MTN 3G+, votre connexion rapide, fluide et pure. MTN, everywhere you go. C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Il est 20h30, dépassé de 7 minutes. Voici tout de même les titres du journal. Le Congo affiche une bonne santé et peut l'être davantage. Confirmation faite par le président de la République ce mardi lors de son message à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Vous suivrez également dans ce journal le message du gouvernement de la République à l'occasion de la célébration ce 12 août de la Journée mondiale de la jeunesse. Invité du journal, Antoine Page-Kioulou, il est président de Kimpoisan, c'est une association politique de la diaspora. Il est également délégué de la plateforme Assise nationale du Congo pour l'alternance démocratique. Avec mon invité, nous allons tenter de décrypter le message à la nation du chef de l'État. La tradition a été donc respectée. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès, a fait son message sur l'état de la nation. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour faire le bilan de ces 2 septennats, un bilan positif à l'image des réalisations et des efforts consentis pour le bien-être des Congolais. David Martial Moussa et Anissé Mangala. C'est un message bilan large et global. Pendant plus d'1 heure, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès, a voulu fixer la mémoire de chacun. Une espèce d'immersion où Denis Sassou Nguesso a passé en revue différents moments forts ayant caractérisé l'histoire du Congo, la décennie 2000. En 2000, le Congo, notre pays, sortait d'une décennie calamiteuse sur tous les plans. Guerre civile à répétition, tissu économique et social en lambeaux, infrastructures détruites, l'unité nationale brisée, forces publiques divisées, processus démocratique mis à mal, image du pays abîmé et tant d'autres repères collectifs désajustés. Régnait alors seule la désespérance. Nous avions donc à faire revenir la paix, à relancer l'économie, à reconstruire les infrastructures, à recoudre le tissu social, à refaire l'unité nationale, à remettre le processus démocratique sur les bons rails, à réunifier et à réorganiser la force publique, à rétablir l'image du pays dans le concert des nations et à faire renaître l'espoir avant d'envisager un avenir meilleur pour tous. Dans le déroulé de son message, le chef de l'État a voulu apporter des réponses à plusieurs interrogations. Qu'avons-nous pu faire ensemble? Qu'avons-nous fait ensemble depuis? Qu'avons-nous fait pour améliorer les conditions sociales dans notre pays? Des réponses qui dressent en effet un bilan positif et justifient les efforts conjugués pour la stabilité de la paix et surtout pour le bien-être des Congolais. Aussi pour rétablir l'image du Congo dans le concert des nations où le pays a pu apporter sa contribution dans la résolution de plusieurs crises en Afrique. La démocratie, a-t-il déclaré, demeure le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Nous avons besoin de paix, d'une paix pérenne, d'une paix perpétuelle pour entreprendre de construction de la nation. Nous avons besoin de stabilité, de sécurité, afin que, par le travail acharné, nous continuons à donner tout son sens à notre indépendance et au 15 août, le jour de la liberté, le jour de la fête nationale. Sur les revenus relativement importants issus du pétrole, Denis Sassou Nguesso a déclaré
qu'ils ont servi et serviront encore principalement à développer les infrastructures publiques et à améliorer les conditions de vie de tous les Congolais, des villes et des campagnes. Et puis comme il est de tradition également, ce message du chef de l'État a été diversement interprété. Je vous propose d'écouter les réactions des hommes politiques, aussi bien de la majorité présidentielle que de l'opposition. Ils sont au micro de David Martial Moussa et Anissé Mongala. Ce message, celui-ci, est le dernier, son dernier message, le dernier de son septennat. Et il nous rappelle tout le bilan qu'il a eu à faire et d'où nous venons pour rappeler aux uns et aux autres le chemin parcouru dans le développement, chemin de paix, de démocratie. Et il rappelle aussi à tous l'importance de la paix. Une paix si chèrement acquise et que nous devrons préserver. Et que lui s'engage à tout prix à préserver cette paix et qu'il ne laissera pas qu'à n'importe qui le temps de chercher à saper cette paix. Et il y a aussi la démocratie, la notion de la démocratie. La démocratie, c'est le peuple. Ce n'est pas aux hommes politiques dans des combines un peu obscures de chercher à s'approprier la souveraineté du peuple. C'est au peuple de se prononcer, c'est à ce titre que nous, parlementaires, avons été élus. Et c'est à ce titre-là que le peuple seul se prononcera pour ce qu'est l'avenir des institutions. Je pense que le président de la République a fait un excellent message à la nation. Sur 15 ans, il a dressé un bilan plus que positif sur l'ensemble des réalisations qui ont été faites, mais en nous montrant d'où nous venons. Et nous venions d'une période extrêmement difficile où l'unité nationale était menacée. Et donc aujourd'hui, les choses ont avancé et je crois qu'au-delà de la densité de ce message, il y a énormément de volets qui ont été revisités, visités, et ça mérite donc réflexion pour ensuite, j'espère que les parlementaires auront donc là toute la matière pour aller vulgariser ce message au niveau donc de nos compatriotes, au niveau du peuple congolais. Les responsabilités en 90 ont hérité d'une situation catastrophique. Alors il est comptable, plus que comptable. Il aurait pu dire, ensemble, nous partageons la responsabilité. Or, de manière insidieuse, j'ai cru comprendre que le président faisait porter la responsabilité sur d'autres qui auraient géré dans ces années-là. Et lorsqu'il parle de la bonne période des années 2000, c'est vrai, mais il ne dit pas que tout ceci est couvert, non pas par une économie productive, s'il vous plaît, mais ceci est couvert par la bonne tenue du marché pétrolier. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de ressources pétrolières. Qu'aurions-nous fait? Quel miracle aurions-nous fait s'il n'y avait pas les ressources pétrolières? Alors, je pense que là, il y a un peu de mauvaise foi, excusez-moi. Et sur le plan économique, la gestion du deuxième septennat du chef de l'État a permis de créer des conditions nécessaires à l'impulsion économique du Congo. C'est une affirmation du directeur général des impôts et des domaines, Antoine Ngakoso. Dans les guerres civiles, il ne peut pas y avoir croissance et développement. Donc lui, il a réglé d'abord ce premier problème de la paix. Après avoir réglé le problème de la paix, il s'est attaqué au déséquilibre macroéconomique. Il fallait donc mettre en place des programmes économiques qui ont permis d'abord à l'économie congolaise de retrouver les équilibres macroéconomiques, à savoir une forte croissance qui se situe au-dessus de 5%, la baisse du taux de chômage, c'est-à-dire il y a eu création d'emplois, il y a eu la stabilité des prix avec la baisse de l'inflation et enfin les excédents de la balance sérieux. Mais à cela, il faut ajouter ce qu'elle a bien dit, que le budget congolais a retrouvé l'équilibre. Non seulement le budget a retrouvé les équilibres, mais le budget congolais était devenu excédentaire. Invité du journal, Antoine Page Kioulou, il est président de Kimpoanza, c'est une association politique de la diaspora. Il est également délégué de la plateforme Assise nationale du Congo pour l'alternance démocratique. Avec lui, nous allons donc décrypter à notre tour le message du chef de l'État, Monsieur Antoine Page Kioulou. Bonsoir. Bonsoir, Mexan Foutou. Tout de go, j'aimerais vous poser l'action de savoir comment est-ce que vous réagissez aux propos du chef de l'État et surtout à ceux qui ont intervenu par la suite. Comme tous les compatriotes, j'ai suivi avec attention l'état de la nation qu'a fait le chef de l'État.
mais je suis resté assez dubitatif et perplexe. Parce que la situation qu'il a présentée ne l'a pas été de façon honnête et sincère. J'ai pu remarquer qu'il a eu ce jeu, ce beau rôle de pouvoir mettre en comparaison la situation actuelle, la situation qu'il aurait héritée avec l'état de la nation, avec l'ancien régime. J'entends par là le régime de Pascal Lissouba. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il est en train de dire aux Congolais que le pays, finalement, c'était le chaos à l'époque de M. Pascal Lissouba et que le pays a retrouvé ses marques parce que nous sommes revenus aux affaires? Mais la grande question est de savoir qui étaient les acteurs de ce chaos. Vous savez, moi j'ai toujours dit, et beaucoup le pensent comme moi, que toute la classe politique congolaise de l'après-conférence nationale souveraine sont responsables de ce qui nous est arrivé. C'est peut-être pas le ciel qui nous est tombé dessus, mais c'est presque. Vous prenez tous ces partis politiques ethno-régionalistes, dont malheureusement le PCT, qui était pourtant un parti national, ils ont eu à manœuvrer de façon à ce que les Congolais périssent, les Congolais souffrent. Et donc lorsque, comment dirais-je, le bouquet final a été la guerre du 5 juin 1997, et quand il en sort victorieux, il a le beau rôle de se dire faiseur de paix, alors qu'il était en vérité un pompier pyromane. Mais en tout cas, le président a annoncé des chiffres qui se vérifient. Il dit par exemple qu'entre 1992 et 1999, le PIB, donc la richesse créée, était comprise entre 800 milliards de francs CFA et 1400 milliards de francs CFA. Le PIB par habitant était sous la barre de $1000 entre 93 et 99. C'est une comparaison faite au début des années 80 où il était supérieur à $1000 de francs CFA. Est-ce que ces chiffres sont faux? Les chiffres peuvent être justes, mais sauf que je ne suis pas économiste, j'ai une formation d'historien, mais j'observe la société et je vis dans ma société. Et je sais que le PIB, les spécialistes le disent, le PIB n'est pas un critère de l'indice de développement humain. Ce n'est pas par le PIB qu'on mesure si des populations vivent bien ou pas. Vous voyez? Donc, c'est un indice trompeur. La vérité, elle est là. C'est la souffrance au quotidien, c'est la situation sociale, la situation sanitaire, éducative, le panier de la ménagère qui n'est jamais rempli comme elle aurait voulu quand elle revient du marché. Vous êtes là dans les années 90 à 99 ou bien vous prenez la fourchette allant de 90 jusqu'à maintenant? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, certes, nous avons vécu une période trouble, chaotique, comme je l'ai dit, parce que nous avions des acteurs qui ont manœuvré de telle sorte que les populations deviennent des victimes au quotidien. Et au sortir de cette guerre, avec la manne pétrolière et avec cette militarisation excessive de la société congolaise, il avait donc la possibilité de pouvoir utiliser les recettes pétrolières à dessein, mais malheureusement, aujourd'hui, malgré ces indices du PIB, la souffrance, elle est là, les difficultés sont là, au quotidien, il faut aller non pas dans les villas cossues des notables de ce pays, mais il faut aller dans les chaumières, il faut aller dans les quartiers comme Makazou, où les gens vivent dans des cahutes en tôle. Vous voyez, vous avez à côté, au plateau des 15 ans ou dans les collines environnant Brazzaville, des villas cossues, et dans d'autres quartiers comme Makazou et ailleurs, vous avez des gens qui vivent dans des maisons faites de tôle ondulée.
Vous vous rendez compte? Et on nous parle d'un indice de PIB. Oui, mais dans le discours du président, il y a certaines choses que vous vivez, que nous vivons tous. On va simplement parler des efforts que l'on mène lorsqu'il y a municipalisation accélérée. On a remarqué que les villes, pratiquement, même l'intérieur du pays se développe. Il y a des routes, il y a des infrastructures modernes. Ça crée de l'emploi, même de l'emploi indirect. Aujourd'hui, on peut facilement partir de Pointe-Noire à Brazzaville, et demain, ça sera de Pointe-Noire à Ouesso. Déjà qu'on part de Brazzaville à Ouesso, la voie est goudronnée. Ça, c'est des efforts qui ont été fournis. Et hier, c'était pas facile. Je dis, vous savez, c'est très facile lorsque l'on part d'un point zéro. Donc, c'était la situation de guerre où les antagonistes ont détruit le pays. Donc, on arrive à un point zéro. C'est facile d'arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 10 et de dire, voilà, nous sommes à 10, donc c'est très beau. Mais en vérité, cela fait 6 semaines que je suis au pays. J'ai été à Pointe-Noire. J'ai visité certains quartiers. Mais j'ai vu, je vous donne un exemple, j'ai été à Ngoyo. On m'a montré la mairie de Ngoyo, inachevée. Et l'édification, l'érection de cette mairie date de la municipalisation accélérée de Pointe-Noire. La mairie de Ngoyo est un exemple, comme tant d'autres, de ces espèces d'éléphants blancs qu'on trouve ici et là. Hein. Vous savez, à Pointe-Noire encore, vous avez sûrement à Brazzaville aussi des routes bitumées qui commencent et quelques mètres plus loin, le bitume s'arrête. Et c'est la terre. Et voilà, et c'est la terre. C'est un spectacle désolant, surtout à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, j'ai beaucoup circulé. Pointe-Noire a des rues complètement désolantes. Il y a le bitume sur quelques mètres. Souvent, c'est le goudron, c'est parce qu'il y a une villa d'un notable. Donc, c'est pour que le notable puisse accéder facilement. Et après, c'est la poudreuse. Est-ce que c'est ce qui remet en cause tous ces efforts menés par le gouvernement ? On les voit, ces efforts-là. Accès facile à l'eau potable et à l'électricité, gratuité des soins, notamment en ce qui concerne le VIH-Sida. Donc les antirétroviraux, désormais, ce traitement est désormais gratuit. La césarienne, gratuité également. Le paludisme des heures à 5 ans et de la femme, le traitement est gratuit. Je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Ces efforts ne sont pas à la hauteur des richesses du Congo. Vous auriez fait quoi si vous étiez à sa place ? J'aurais fait plus et mieux. Je peux vous l'assurer parce que si je fais de la politique et je suis dans la revendication, la contestation depuis très longtemps, depuis que j'étais étudiant, si j'ai des convictions que ce pays devrait marcher mieux, que ce peuple devrait vivre mieux, j'ai également la conviction qu'on peut faire mieux avec les richesses du Congo. Parce que quand je vous répète, vous parlez d'eau, il a beaucoup parlé au cours de son discours. Moi j'ai suivi près d'une heure 30, il a parlé de paix. Je vais parler du social, de l'économique en parlant de la paix. Vous savez que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, ce n'est pas parce que les armes se sont tues. Non, ça c'est la non-guerre. La paix, c'est la quiétude. La paix, c'est la tranquillité des esprits. Mais lorsque vous avez un père de famille qui, devant un enfant malade, se demande comment il va faire pour acheter l'ordonnance et pouvoir sauver son enfant, cette famille-là n'est pas en paix. Lorsque une ménagère ne sait pas comment nourrir ses enfants, lorsqu'on se lève le matin et on ne sait pas qu'est-ce que les enfants vont manger, vous n'êtes pas en paix. Il n'y a pas la paix dans les familles congolaises. Il n'y a pas de paix. Vous me parlez de l'eau. Vous savez, malheureusement, je ne peux pas vous montrer des images. Je me suis donné la peine de vivre et dans des villas cossues de certains membres de ma famille qui ont réussi ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne, qui ont réussi dans le secteur privé à entreprendre. Mais j'ai pris la peine aussi de vivre chez les membres de famille qui sont dans les quartiers pauvres. Monsieur Antoine, une toute dernière question, parce que nous sommes pris par le temps. La question est celle de savoir, est-ce que vous pensez que l'œuvre bâtie actuellement
peut être perpétrée par le président qui viendra? Alors, c'est l'espoir. L'espoir, c'est le président qui viendra. J'ose espérer que quand le chef de l'État, et je dis bien chef de l'État, vous remarquerez, moi je ne l'appelle pas président de la République, pour des raisons politiques, qu'on n'expliquera pas. Lorsque le chef de l'État a évoqué que le prochain président de la République devra prendre en compte ces constats qu'il a fait, je dis chiche. J'espère qu'il y aura un nouveau chef d'État au Congo et qui sera réellement président de la République. C'est-à-dire que ce ne sera pas lui. Parce que ce pays a besoin de quiétude, ce pays voudrait la concorde nationale véritable. Et pour terminer, depuis 1999, j'ai invité le vainqueur de la guerre de 1997 au compromis historique. Qu'il parte, que nous nous entendions, que nous négocions la fin de la dictature, la fin de ce régime, et que les Congolais puissent enfin se retrouver et faire de telle sorte que ce pays-là devienne un exemple en Afrique centrale et en Afrique de façon générale. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Antoine Page-Kioulou, vous êtes président de Kimpoza, une association politique de la diaspora, vous êtes en France donc, et vous êtes délégué de la plateforme Assise nationale du Congo pour l'alternance démocratique. Avec vous, nous avions tenté de décrypter le message à la nation du chef de l'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Justement, en parlant du chef de l'État, il y a des messages de félicitations par rapport à la célébration de la fête de l'indépendance, libellé ainsi que suit. À l'occasion de la célébration le 15 août de la fête nationale du Congo, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a reçu des mots de félicitations de la part de ses homologues du Gabon et de l'Algérie. Ali Bongo Ondimba et Abdelaziz Bouteflika ont saisi cette opportunité pour réitérer leur pleine disponibilité à œuvrer à la poursuite et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération avec le Congo. Autre chose à présent, c'est sous le thème engagement civique des jeunes qu'a été célébré ce 12 août la journée internationale de la jeunesse. À l'occasion, le gouvernement de la République a délivré un message axé sur l'autonomisation et l'employabilité des jeunes. En voici un extrait lu par Anatole Collinet-Makosso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous l'écoutons. La communauté internationale célèbre le 12 août de chaque année la Journée internationale de la jeunesse. Celle-ci a été décrétée le 17 décembre 1998 à Lisbonne, au Portugal, dans le but d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse et aussi de permettre la mise en avant du potentiel de la jeunesse en tant que partenaire de la société d'aujourd'hui. En somme, cette journée permet de promouvoir le leadership de la jeunesse et son implication dans le processus de prise de décision. Par la même occasion, elle permet d'une manière générale de comprendre les besoins fondamentaux des jeunes et de rechercher, par tous les États réunis au sein de la communauté internationale et le grand public, les solutions les plus adaptées aux problématiques en présence. Cette interpellation est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans le droit fil de la lutte contre les antivaleurs et d'autres comportements inciviques que nous déplorons depuis un moment dans notre pays, voire partout ailleurs en Afrique. Et de leur côté, les étudiants de l'université Marien Ngouabi ne sont pas restés indifférents à cette journée. À travers le mouvement des élèves et étudiants du Congo, MEC en sigle, ils ont rendu publiques certaines recommandations faites à l'endroit du gouvernement d'une part et à l'endroit des étudiants d'autre part. Je vous propose un extrait délivré ici par la présidente du MEC, Merveille Mouketo. À l'endroit du gouvernement de la République du Congo, continuez à améliorer les conditions de vie et d'études des apprenants, encourager la recherche scientifique et l'entrepreneuriat des jeunes, favoriser l'intégration socio-professionnelle des jeunes sans emploi, finalistes ou chômeurs, promouvoir la responsabilisation des jeunes et la parité dans les postes de prise de décision. À l'endroit de la classe juvénile congolaise, promouvoir la culture du mérite scolaire et universitaire
du civisme, du patriotisme, du respect des règlements intérieurs de l'école ou de l'université et du respect des lois et règlements de la République. Accepter des exigences du vivre ensemble et de l'unité nationale. Bannir les idées de violence scolaire, estudiantine, socioculturelle, sportive et politique sous toutes leurs formes. S'engager sérieusement et se préparer au quotidien pour mieux assurer la relève partout dans la République. L'association Yali Congo organise à Brazzaville un forum sur l'autonomisation de la jeunesse, gage de développement. C'est un cadre d'échange des jeunes sur leur vision, leur réalisation et leurs rêves. Ces retrouvailles de 2 jours s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, placée cette année sous le thème « Engagement civique des jeunes ». Flavie Kwenze, Bien-Aimé Kandé. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse commémorée le 12 août de chaque année que l'association Yali Congo a ouvert ce mercredi à la Chambre de commerce un forum sur l'autonomisation de la jeunesse, gage de développement. Ce thème cadre bien avec celui choisi au niveau international intitulé « L'engagement civique des jeunes ». Des jeunes venus de la RDC, du Burundi, du Botswana et du Congo, bien sûr, vont plancher sur plusieurs sous-thèmes allant de l'éducation à l'entrepreneuriat en passant par la nouvelle gouvernance. Cette initiative, chapeautée par les États-Unis, représentée à l'ouverture par Dashback, première conseillère près de l'ambassade de ce pays. Il faut rappeler que le programme Yali a été initié par le président des États-Unis, Barack Obama, pour la formation et les besoins des jeunes. Marie Dashback a profité de l'occasion pour mettre à la disposition de ces jeunes 3 principes fondamentaux, à savoir oser prendre des risques, maintenir l'énergie et ne jamais abandonner face aux obstacles, et moins de théorie, plus de mise en œuvre. Objectif de ces retrouvailles de 2 jours avec le président de Yali Congo, Welcome Tsaba. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 5 promotions et nous sommes dit qu'on ne fait pas croiser les bras. Il était important pour nous de créer un cadre d'échange afin de consigner tous nos acquis au travers de ce cadre d'échange et d'échanger avec les autres Congolais. Ce qui donc justifie bien entendu l'activité d'aujourd'hui. L'association Yali Congo a été créée en septembre 2014 pour promouvoir l'esprit entrepreneurial et le leadership des jeunes Congolais. Des journées portes ouvertes sur l'ACBF, l'Association congolaise pour le bien-être familial, du 11 au 13 août 2015. Ces instants de découverte sont organisés par les jeunes de l'ACBF à l'occasion de la célébration ce 12 août de la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « Engagement civique des jeunes ». Léonie Tsoumou et Roland Nyakekeli. C'est pour marquer cet engagement civique répondant au thème de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse que le mouvement d'action jeunesse de l'Association congolaise pour le bien-être familial a organisé une campagne de sensibilisation portant sur les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles et sur la promotion des produits contraceptifs. Fanny Lolo, sage-femme à l'ACBF, sur l'objectif de ces journées. Le comportement des jeunes aujourd'hui commence à inquiéter et voilà pourquoi l'ACBF en même temps fait tout ça, c'est-à-dire qu'elle prend en charge et aussi éduque. Les jeunes là sachent que l'ACBF est là pour apporter la solution et quand ils ont des petits problèmes de santé de la reproduction, santé sexuelle, qu'ils se confèrent à l'ACBF. Et puis, nous n'avons pas que des vieilles ici, mais nous avons aussi des jeunes. Nous avons des jeunes qui prennent en charge les autres jeunes. Les prix des produits contraceptifs sont réduits à 50% durant ces 3 jours et les consultations sur les IST et les grossesses indésirées sont gratuites pendant cette période. Le traitement est aussi gratuit une fois la maladie diagnostiquée. Ces journées portes ouvertes sont aussi une occasion pour orienter les jeunes vers le nouveau lieu de la clinique de l'ACBF, une clinique située désormais au numéro 6 de la rue Mboko, non loin de l'avenue Maya dans le 4e arrondissement de Brazzaville. L'ACBF œuvre depuis plus de 20 ans au Congo dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction. Stalgar Gonzala Mbwala n'est plus le président national de l'ULECO, Union libre des élèves et étudiants du Congo. Sa destitution a été prononcée par le bureau provisoire de la structure lundi 10 août dernier. Une assemblée générale extraordinaire tenue à Bayardel a vu le président de l'ULECO
cédé son fauteuil suite à la pression des dissidents. Théodore Balossa et Michael Massamba. Théophile Malonda Moyo va désormais présider aux destinées du bureau provisoire de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, ULECO en sigle. Il a été investi ce mercredi par le Collège des sages du mouvement. Sa mission principale, préparer le prochain conseil national de l'ULECO, lequel conseil va restructurer le mouvement syndical et studentin. Donner les orientations concernant le fonctionnement de notre chère structure que nous aimons tant, qui a depuis les temps immémoriaux fonctionné pour le bien-être des élèves et étudiants du Congo. Le nouveau président a reçu du président sortant les documents et la clé du siège. La passation des consignes et la transmission des pouvoirs ont été également au rendez-vous. Avec l'organisation de son prochain conseil national, l'ULECO veut redorer son blason, créer l'unité au sein de sa structure. Vous venez donc de suivre la passation de service entre l'ancien président et le nouveau président de l'ULECO. Je disais tantôt que Stalgar Gonsalambwala n'est plus le président national de l'ULECO, Union libre des élèves et étudiants du Congo. Sa destitution a été prononcée par le bureau provisoire de la structure. Lundi 10 août dernier, une assemblée générale extraordinaire tenue à Bayardel a vu le président de l'ULECO céder son fauteuil suite à la pression des dissidents. Images et commentaires. Une assemblée générale extraordinaire de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo mouvementée. À peine était-elle ouverte que les échauffourées ont tout de suite éclaté entre membres du bureau. Les deux camps diamétralement opposés s'affrontent, mais c'est surtout la présence de la presse qui dérange. Pour haute trahison, manque de transparence dans la gestion des avoirs de l'ULECO, escroquerie et autres politiques de la main tendue, une bonne frange du bureau exécutif national de ce syndicat des élèves et étudiants du Congo a rendu public une déclaration dans laquelle les mécontents parlent de la destitution du président Stalgar Gonsalambwala au poste de président national. Article numéro 1. M. Gonsalambwala Stalgar est révoqué au poste du président national de l'ULECO. Article numéro 2. Tous les membres du bureau exécutif national, de la CCV et de la coordination départementale des différentes institutions sont tous censurés de leurs fonctions respectives. Article numéro 3. Le bureau provisoire mis en place par la dite Assemblée a pour mission de mettre un comité d'organisation du Conseil national. Article numéro 4. L'ULECO, par le biais du bureau provisoire, à toute autorité administrative et partenaire que seul le bureau a le pouvoir et la qualité d'engager légalement la structure partout où besoin sera pour la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants congolais. Article numéro 5 enfin, liste du bureau exécutif national provisoire est de 13 membres et une commission de contrôle et de vérification de 5 membres conformes aux textes fondamentaux. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le président Haï aurait finalement décidé de démissionner sous cette pression. 55e anniversaire de l'indépendance du Congo, les manifestations vont se dérouler à Ouesso, sous peu capitale du Congo, dont la Sangha a connu le lancement du prix Denis Sassou Nguesso sur la salubrité. Ce prix récompense les villes, quartiers et arrondissements, plus les ruelles les plus propres. Vincent Paul Kobemba et Michael Massamba. 7e édition du prix de la salubrité et l'assainissement dans les villes abritant la municipalisation accélérée. Les projecteurs du ministère des Affaires sociales, initiateurs du prix, sont braqués à Ouesso, capitale du département de la Sangha. Ce prix qui vise à promouvoir les questions d'assainissement cible les quartiers, arrondissements et les ruelles les plus propres. Quelle est alors l'entité qui a décroché ce prix à Ouesso? L'arrondissement le plus propre et sans sachet de la ville de Ouesso est l'arrondissement numéro 2, Mbinjo. Emilienne Raoul, sur le bien fondé de ce prix avant chaque 15 août. C'est notre manière à nous de contribuer à la fête nationale. C'est notre manière à nous à faire participer les communautés pour la propreté de leur ville. Et comme je le disais aussi, nous aurons
des chefs d'État qui seront ici. Nous aurons des délégations étrangères, des amis du président, et nous voulons offrir à tout ce panel d'autorités, de personnalités, offrir une ville belle, une ville joyeuse. Au cours de cette cérémonie, les officiels ont procédé au dévoilement de la plaque du 2e arrondissement Mbinzo, plaque située à l'entrée de la ville, plus précisément au quartier Mboma. La 8e édition de ce prix sera lancée en 2016 dans le département de la Bwenza, dont Madingu est le chef-lieu. Prix qui coïncidera avec les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance du Congo. Vincent et de Paul Koubemba qui fait déjà le programme. C'est désormais officiel, les brasseries du Congo à travers sa marque Coca-Cola et le comité d'organisation des Jeux africains ont scellé ce mercredi 12 août un accord de partenariat. La cérémonie a eu lieu au siège du COJA en présence de Donald de Goma et Evra Romumundo. Les brasseries du Congo et sa marque Coca-Cola disposées à accompagner le comité d'organisation des 11e Jeux africains. Cette volonté a été matérialisée ce mercredi avec la signature d'une convention de partenariat entre ces deux structures. Côté Koja, le document relatif a été paraphé par son directeur général Jean Lunana Kouta et côté Brasco, c'est son secrétaire général Joseph Nyama qui a posé l'acte. Je voulais dire ici, au nom des brasseries du Congo, féliciter et encourager le gouvernement de la République des efforts combien lourds faits pour l'organisation et la réalisation de cet événement. Aujourd'hui, Brasserie du Congo ne peut pas rester en marge, c'est pourquoi nous sommes ici pour vous accompagner, vous apporter notre soutien. C'est une bagatelle de 50 millions de francs CFA que les brasseries du Congo ont injecté dans ce projet, soit 30 millions en espèces et 20 millions en nature. Jean Lunana Kouta a remercié les brasseries du Congo pour cette contribution combien importante. Les brasseries du Congo et le COJA, le partenariat est désormais scellé. Clôturant cette édition par cette dépêche, l'International des artistes plasticiens du Congo, IAPC en sigle, vient de voir le jour depuis le 20 juillet 2015 en République du Congo. Cette association a pour but de collecter et de diffuser les renseignements de toute nature concernant les artistes plasticiens du Congo au niveau national et international, coopérer avec les pouvoirs publics et avec les organismes susceptibles d'apporter leur contribution au développement des arts plastiques au Congo, promouvoir la créativité des artistes plasticiens en suscitant et en favorisant le débat intellectuel par l'organisation des concours culturels et scientifiques. Voilà. C'est donc par cette dépêche que nous mettons un terme à cette édition. J'ai le plaisir de recevoir M. Antoine Page-Kioulou, président de Kimpoanza, une association politique de la diaspora. Il est délégué de la plateforme Assise nationale du Congo pour l'alternance démocratique. Avec lui, nous avions décrypté le message de la nation du chef de l'État Denis Sassou Nguesso ce mercredi 12 août 2015. Sur ce, portez-vous bien et à demain à 20h30. Monsieur Antoine Page-Kioulou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Au revoir et à demain. C'était le journal avec MTN 3G+, votre connexion rapide, fluide et pure. MTN, everywhere you go.